Donc, bienvenue dans Sargal, grand frère. Merci. C'est un honneur pour nous de te recevoir. Pourquoi on a décidé de t'honorer? Parce que depuis les années 80, tu es présent et à chaque saison, tu arrives avec des hits, des tubes, mais surtout des classiques qui restent intemporels. Et c'est pas facile pour un artiste de renouveler l'exploit. Faire un classique dans une carrière déjà assez énorme, mais d'en enchaîner comme ça, je suppose que tu dois avoir un certain secret. Je ne sais pas si tu vas nous le dévoiler aujourd'hui. On va voir. Mais on va commencer dès le début. Oui. Comment tu arrives à la musique? C'est très vaste, on t'a posé la question 10 milliards de fois. Je tiens tout d'abord à te dire merci. À te dire merci parce qu'on fait un métier pour lequel on est souvent honoré qu'à titre posthume. Et là, ce que tu es en train de faire est exceptionnel. Venant d'un artiste lui-même, rendre hommage à un autre artiste vivant, c'est exceptionnel. En tout cas, chapeau. C'est parce que tu le mérites. Oui, mais on sait ce qui se passe autour de nous. On nous rend toujours hommage quand on est dans le cercueil. On va venir même poser la décoration sur le cercueil. Mais qui en profite? C'est le cercueil ou bien c'est le contenu du cercueil ou bien c'est qui? Bon, la vraie question, elle est là. Elle reste posée pour ceux qui sont concernés. On n'est pas là pour ce débat. Mais pour revenir à ce que tu me disais tout à l'heure, à ta question, je suis arrivé à la musique spontanément. Mon père était passionné de musique. Ma mère aussi. Et on m'a dit qu'il jouait de l'accordéon. Ah, il jouait à l'accordéon, mais bon, c'était pas un virtuose. Oui, mais c'est rare en Afrique quand même l'accordéon. Écoutez, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, les Français ils arrivent pour la colonisation et nous envoient tous leurs instruments. Donc on découvre les instruments, les cuivres et tout ça. Nous, à Grand Bassam. Il faut dire que tu es là-bas. Je suis de Grand Bassam, qui fut la première capitale de la Côte d'Ivoire. C'est là où la colonisation a atterri, a accosté. Pour parler de la mer. Donc, quand ils sont arrivés les premiers là. Et nous, on a été les premiers à découvrir tout ça, tout ce qu'ils avaient en main. Et c'est comme ça que les premiers fanfares, les premiers groupes de fanfares sont nés chez nous, à Grand Bassam. On a été les premiers à voir les instruments de musique et tout ça. Et c'est parti de là, en fait. Donc, mon père jouait à l'accordéon comme ça, pour s'amuser. À la maison, c'était pas son métier. Il était passionné de musique, c'est tout. Et il était aussi à la base de la création de certains groupes folkloriques, à Grand Bassam aussi. Et donc, moi, tout ça a bercé mon enfance. J'étais là, je regardais tout petit, j'aimais ça. Et du coup, ça favorisait mon choix pour ce métier. Il y a l'église aussi qui a... L'église, du côté de ma mère. Ok. Ma mère était choriste à l'église. Elle était choriste dans la chorale de l'église. Donc, forcément, tout ça influe sur ton adolescence, sur ton enfance même. Et donc, ça favorise mon choix pour ce métier qui me passionne et que j'exerce depuis plus de 30 ans maintenant. C'était une passion et cette passion se transforme rapidement en des victoires parce que ta carrière est rythmée par des victoires. Parle-moi de Pace et de Podium. Oui, alors Pace, dis donc, bien documenté là. Alors Pace, c'est le premier groupe que j'intègre sur le plan amateur. On était encore au lycée, passionné de musique. J'étais déjà à la chorale, à l'église. Et quand tu sors de là, tu as envie de monter sur scène, quoi, de faire quelque chose. Bon, et j'arrive à la classe de 4e. Et dans la classe où j'étais en 4e, il y avait le chanteur principal d'un groupe qui existait déjà, qui s'appelait les Pace. Donc un jour, il va à la répétition, je décide de l'accompagner, d'aller voir, voilà, en tant que fan. Et c'est comme ça qu'en arrivant à la répétition, je constate qu'il leur manquait un instrumentiste. Cet instrumentiste, c'était le percussionniste. Il n'était pas venu à la répétition. Donc, timidement, je leur demande, comme il n'est pas là, est-ce que je peux... Il m'a dit non, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu sais jouer? Bon, je vais me débrouiller. Bon, viens, on va essayer. Et quand je joue, oh, tu joues comme ça. Et c'est comme ça que j'intègre le groupe. Ok. Et le percussionniste a été viré.
Non. Oui. Ok. Je prends sa place. Ok. Bon, par indiscipline, hein, pas Ok. parce qu'il n'était pas bon. Ok. Du coup, j'intègre ce groupe et avec ce groupe, on participe à un télécrochet qu'on appelle Podium en 79. Et cette émission, déjà, c'est une institution. Ça Oui, devient et Roger Fulgence-Cassis, fou, le plus grand animateur télé de l'époque. qui nous a inspirés aussi. Oui, paix à son âme. Donc, il crée cette émission. Pour la petite histoire, il inspire Yves Zogo Junior, qui est mon Zogo. papa dans, Ben oui. dans tout ça. Et aujourd'hui, il est le maître de cérémonie de tous les grands événements en Côte d'Ivoire, Exact. Yves Zogo Junior. Je lui rends... Et il tient ça de RFK, de Roger Fulgence-Cassis, Exact. qui est son maître. Et donc voilà, il crée cette émission. Et à cette émission-là, en 79, on participe, on va jusqu'à la finale, on est deuxième. Donc, après, vous savez... Hein, Et deuxième, il y a sur des- déjà beaucoup de groupes. sur plusieurs groupes. C'est une émission nationale. Hein. Les groupes viennent un peu de partout, de toutes les régions. Donc, on est deuxième en Côte d'Ivoire. Donc, le groupe, pour des raisons que tu dois connaître un peu, parce que quand il y a des récompenses, il y a toujours des problèmes de redistribution, Du de gombo. partage. Le dispatching du Congo. Donc, moi, je décide de partir. Je décide de partir parce que j'avais des ambitions. Et j'avais pas envie de faire de la figuration. Et donc, Je voulais déjà, jouer les dès premiers cette rôles. époque, tu sentais que tu avais un rôle de lead. La musique m'a pas toujours passionné et j'ai jamais voulu faire de la figuration de la musique. J'ai voulu être une célébrité, j'ai voulu être un leader. Et c'est toujours ce sentiment-là qui m'a animé chaque fois que j'évoluais dans mon aventure. Donc, avec les pistes, quand je pars, je décide de créer mon propre groupe, les Génitaux. Et c'est avec les Génitaux que je gagne Podium en 1981. Deuxième place, première place, deuxième victoire. Première place. On gagne Podium, on est plébiscité, meilleur groupe amateur de Côte d'Ivoire. Donc on anime tous les bals de fin d'année, toutes les kermesses, on est partout quoi. Mais parallèlement aux études, hein, parce qu'on était toujours au lycée. Et donc voilà, les choses évoluent comme ça. Et donc quand je gagne Podium, je suis connu sur le plan amateur partout, donc je cherche un producteur. Malheureusement, ça n'évolue pas. Je ne trouve pas de producteur pendant 4 ans. Et donc on est en 85. En 1985, je décide de quitter la Côte d'Ivoire parce que je voulais m'engager dans une aventure pour améliorer ma situation, pour assouvir ma passion. Donc je quitte la Côte d'Ivoire pour Paris. Pourquoi Paris, en fait? La France. C'était pour moi le bon tremplin. Le bon tremplin, pourquoi? Parce que à cette époque, amateur, tous les musiciens qui cartonnaient chez nous venaient de Paris. Ok. Des Africains hein, qui étaient basés là-bas et tout. Donc chaque vacances, à partir du mois de juin, tous les benguis, comme on les appelle, Quand ils viennent en vacances, arrivent avec des albums, des singles, des trucs, et ils cartonnent partout. Donc ça nous faisait rêver. et c'est quoi que tu écoutais bien avant tout ça? Qui sont les chanteurs qui t'ont marqué, qui t'ont quelque part peut-être influencé? Je vais te surprendre, je suis passionné de variété. J'allais dans tous les sens. J'ai écouté le reggae, j'ai écouté l'époque du disco. Hein. Nous, on est né dans l'époque du disco. J'écoutais le disco, la funk music, j'écoute le jazz, j'écoute tout. Alors, tout ça a bercé mon enfance, en fait. Même l'afro-cubain, comme on appelait à l'époque la salsa. Donc, tout ça, j'ai grandi dedans. Et du coup, avec les Génitaux, on interprétait des chansons. Ah ouais, On interprétait des Bob Marley, des trucs, on interprétait beaucoup de chansons. Redemption Song. Ouais. Oh, pirates, just a rabbi, soldier to the marching ship. Avec le truc derrière. Minotaur today to the sky. Tout ça, je chantais tout ça. Ok. Donc, j'ai fait toutes ces chansons avant d'aller en France. Donc, je suis arrivé avec un bagage de chanteur de variété. Alors, quand j'arrive en France, je réfléchis, j'ai dit, attends, je ne vais pas faire de la variété, je vais aller dans tous les sens. On a une identité dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il ne faut pas créer quelque chose à partir de notre tradition? Et c'est comme ça que je décide de créer mon Zoblazo. Mais ta tradition, elle est
Apollo. C'est des groupes à Caen, c'est ça? Ma tradition, elle est Nzima, ouais, Nzima, Apollo. ok. Apollo, les Apollo, c'est nous, les gars. Apollo, c'est nous, voilà cette ok. chanson. On est Est-ce de que ça a grands eu de bassins. l'influence Ah, forcément. dans ta musique? Forcément, quand tu grandis avec un papa qui est à la base de la création de plusieurs groupes folkloriques de la région, quand tu as une mère qui est elle-même chansonnière, qui est dans toutes ces chorales-là, forcément, tu as envie de t'en inspirer pour évoluer aussi. Et j'ai eu comme ça l'envie de mettre la musique Nzima, la musique apollonienne, en avant. Donc tout ça est rentré. Et on a parlé de variété tout à l'heure. Donc tout ce que j'ai connu dans la variété, le reggae, le disco, le makossa, le soukous, le zouk. Parce qu'au moment où je rentre en studio, Kassav, hein? Ah ouais, non. C'est Kassav, hein? Oh, ouais. On était dans les années 89. Oh, ouais, Kassav. Kassav. Et tout ça, je décide de prendre un peu d'ingrédients de partout pour faire ma sauce. Et le Ghana dans tout ça? Le Ghana, c'est ma culture. C'est ma culture. Les Nzima viennent du Ghana. Donc la base de ma culture, elle est pratiquement ghanéenne. Parce que quand on va à Accra, Mewe, c'est un dieu. Mewe est adoré. Je vais parler en enfer. Bon, est une méga star. Bon, voilà, je préfère. Okay. Oui, c'est vrai que le Ghanéen, en fait, l'avantage que j'ai au Ghana, c'est que le patois que je parle, qui est le Nzima, on nous appelle les Apollo en Côte d'Ivoire, ce patois-là est parlé aussi au Ghana. C'est la frontière qui nous a séparés, en fait. Sinon, de part et d'autre, on parle le même patois. Okay. Dans la côte, sur la côte sud-est de la Côte d'Ivoire, on est parents avec ceux du sud-ouest du Ghana. Okay. Donc on est parents, quoi. On a des parents de part et d'autre. Ok. Mais j'étais coupé. Donc, on revient. Paris? Oui, Paris. Donc, j'ai la chance aussi, en arrivant à Paris, de rencontrer un grand frère qui était l'un des meilleurs arrangeurs de l'époque. Donc, pour faire mes premières armes, il fallait que j'aie un maître. Et c'est lui mon maître. Bamba Yang, il s'appelle. Okay. Et donc, avec lui, je décide de concevoir mon zoblazo musicalement. Et il m'aide. Et on réalise le premier album comme ça. Le premier album Aïbebo sort en 89. Mais on m'a dit que pour le faire, tu passes par beaucoup de métiers, dont celui de pompiste. Oh, tellement bon pompiste que c'est drap, ça. Tout le monde dit ça, c'est drap. C'est drap. Ah ben oui, ouais, tu vas me faire dévoiler des choses. C'est vrai, hein, la musique, là, c'est pas facile. Hein. On m'a dit, il y a de la plonge, il y a du gardiennage. Non, mais c'est important parce que ça doit inspirer pour... Maurice Kanté dit que le succès et la gloire, ça n'arrive pas qu'aux autres. Faut qu'ils comprennent qu'on vient de quelque part, quoi. Ouais, on vient de quelque part, mais il y a un cheminement. Et c'est un cheminement aussi dans l'aventure qui doit être lié à un travail de perfectionnisme, à un travail de persévérant et de persévérance aussi. Parce que quand je décide d'arriver en France, t'es pas une star, hein? T'es anonyme. Il fallait entretenir ma vie. Il fallait manger, il fallait boire, il fallait dormir. Comment faire? Je ne me connais pas, je ne suis pas un artiste déjà. Je ne peux pas rentrer de l'argent par cet art qui me passionne. Il fallait faire un autre métier. Jossif. C'est ce qu'on appelle le Jossi chez nous en Côte d'Ivoire. Et donc je passe par la planche. Je passe par le gardiennage, les agents de sécurité et tout ça. Je passe aussi par le valet des chambres. Et puis je finis dans les stations-service. Et c'est là le tournant un peu de ma vie professionnelle hors culture. C'est quand j'intègre cette corporation que je réussis à trouver auprès de ma banque un prêt pour autoproduire mon premier album. Donc je suis mon premier producteur et je le suis resté jusqu'à aujourd'hui. Et à partir de là,
Premier album, premier succès. Oui. Deuxième album, explosion. Oui. Le deuxième Explique-moi ça. album, c'est l'album le plus connu, en fait, avec le hit le plus connu, 200% Zo Blazo. On a gagné, Blazo, Zo Blazo. Ce morceau est dans la tête de tous les Africains, qu'ils soient francophones, qu'ils soient anglophones. Comment tu expliques que ce morceau-là prenne aussi fort? Mais c'est la magie. Tu vois, tu dis la magie, on entend le mieux. Ça. Ah, tu as vu? il n'y a pas de hasard. C'est la magie de la musique. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Nous sommes des apôtres. Nous sommes des envoyés de Dieu sur terre. Dieu passe par nous pour passer des messages. Mais malheureusement, ceux auxquels on s'adresse le plus souvent ne nous écoutent pas sérieusement. Et s'ils nous écoutaient, on aurait un meilleur monde. Et c'est ça. 200% Zo Blazo, je décide de l'écrire parce que premier album avant, 2 ans avant, je suis tout de suite numéro 1 en Côte d'Ivoire. Donc je décide, sur 200% Zo Blazo, de fêter ma victoire. Et c'est pour ça que j'écris « On a gagné ». Ok. On est en 91. Ok. 92. Je viens chez toi. Ok. Sénégal 92. Oh non, bon, c'est bon. On va en parler. Oh, mais non, t'es pas obligé quand même. Tu as sorti mes secrets tout à l'heure. On va en parler. Ok. 92. Ouais, ok. On n'avait jamais gagné de coupe africaine. Ouais, et puis. On arrive ici, vous nous servez le tchèboudjen. Mais on le mange. Vous n'étiez pas obligé, en même temps, vous n'étiez pas obligé. Tu vois, vous arrivez. Qui peut résister? Qui peut résister? La teranga sénégalaise ne vient pas chez nous pour faire des choses comme ça. Faut pas déconner. Sers le tchèboudjen à n'importe quel citoyen du monde, il va se régaler. Okay. Et c'est ce qui s'est passé. Ok. On s'est fait plaisir. Ok. On a été victime de notre teranga. Ok. Et du coup, concours de circonstances, 200% Zo Blazo devient l'hymne de la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, avec Gadji Seli à leur tête. Yeah. Comment il s'appelle? Il y avait Traoré, comment il s'appelle? Aboulaye Traoré. Ah, il nous a fait du mal. Ah. Il nous a fait du mal. Ben Badi. Non. Ah oui, on avait une super équipe. Ils nous ont fait du mal. C'était pas les individualités de super, d'excellent niveau, comme il y en avait chez les Abedi Pelé et tout ça. Ouais. Mais on avait une équipe homogène, une équipe qui jouait en équipe. Ah, c'était magnifique cette équipe, c'était une grande. Avec les Thierry Joël et tout ça, et Bouamene Alain qui a arrêté tous les pénaltys. Voilà. Très dangereux. Donc en gros, concours de circonstances, 200% Zo Blazo s'impose comme ça. Et ça rayonne sur toute l'Afrique. Parce que derrière ça, il y a les élections présidentielles partout. Les partis d'opposition récupèrent, on a gagné. Les partis au pouvoir récupèrent, on a gagné. Et voilà. Donc ma carrière internationale prend un envol à partir de ça. On continue, donc encore des victoires. Ta carrière, pour moi, c'est une série de victoires. Les Koras. Ouais. Quand les gens viennent prendre une récompense, toi, tu en prends 3. C'était la première fois que quelqu'un prenait 3 Koras en même temps. Et c'est l'histoire des génies, vous parle. C'est l'album des 3 Koras, comme on l'appelle. Et on était là en 98 pour les Koras. Mais sinon, l'album sort un an avant, en 97. Les génies vous parlent, je décide de faire appel aux forces de la nature parce qu'elles existent en Afrique. C'est la colonisation qui nous a amené l'Église. C'est pour parler des chrétiens. Donc avant ça, on avait nos divinités, mais ceux qui adoraient ces divinités, il y en a qui s'en servaient à bon escient et puis il y en a qui s'en servaient pour détruire. Moi, je suis du bon côté. Et c'est de ce côté-là que je voulais mettre en avant les génies de Chonon. Parce qu'un chanteur, c'est aussi un génie. Je voulais rendre hommage aux génies qui nous inspirent quelquefois, qui nous donnent la force, qui nous donnent ce côté mystérieux de ce que nous on fait. Et j'écris cette chanson, boum, 3 Koras. Pour la chanson elle-même, pour donc le clip, pour les arrangements, et puis pour l'artiste que je suis. Et donc je prends les 3 Koras et j'arrive en Côte d'Ivoire
plébiscite. Je suis reçu partout. Ça aussi, c'est un tournant de ma carrière. Et voilà, j'ai eu un peu de chance comme ça. Bon, c'est aussi ce facteur chance-là aussi qui intervient dans certains cas. Moi, quand on parle de la chance et qu'on parle de Mewé, j'y crois difficilement parce que enchaîner ça de manière machinale, de manière presque scientifique, tube, sur classique, sur tube, sur hit. Et puis, ce qui est très bizarre, tout à l'heure tu parlais de tes clips. Je regarde les premiers clips, je regarde ceux d'aujourd'hui. Ce que je retiens dans les clips, Mewé est perfectionniste, jusqu'aux chorégraphies. Tu t'amuses pas avec ça. Les tenues, tu t'amuses pas avec ça. Les chorégraphies. Et dans ta musique aussi. Mais on va rester sur les clips. Ton image. Mewé, dis-nous comment toi tu ne vieillis pas. Il faut que tu nous expliques, c'est pas possible. Ça, c'est flatteur, ça. Non, voilà, c'est pas flatteur. C'est flatteur. Mais on te le dit tout le temps. C'est flatteur. On te le dit ou pas? Oui, on me dit tout le temps. Mais comment tu fais? C'est très simple. Je réponds toujours que la meilleure façon de juger une personne, c'est de la voir nue. Peut-être pas ce soir, tu comprends. Si je me déshabille ici, Faut pas gâter l'émission. Mes seins sont tombés. Je suis obligé de porter les soutiens-gorge. Ok. Bon, allez, ça c'est pour rigoler. La réalité, en fait, c'est que j'ai gardé les réflexes de mon adolescence. J'ai pas de nounou. J'ai pas de bonne, comme on les appelle en général. J'ai pas de personnel de ménage chez moi. Je fais le ménage moi-même. Le premier boulot que je fais le matin, c'est faire mon lit. Je fais mon lit avant de sortir de chez moi. Je fais le ménage dans ma chambre. Personne ne rentre dans ma chambre. C'est moi qui fais mes chambres. Je lave mes dessous à la main, à l'ancienne, pas dans la machine. Donc, c'est des détails comme ça que je donne. Je passe l'aspirateur chez moi, je le balaye et tout. Je pense que c'est ça. Ça me maintient en activité. Et quand tu es en activité, forcément, tu élimines beaucoup de choses. Tu dégages beaucoup de calories. Et ça te maintient, je pense. Je pense. Mais c'est une grâce déjà d'être comme ça. Comparativement à quelqu'un qui est assis à la maison, qui a pris un certain âge et qui se dit, bon, je vais prendre une nounou ou bien une bonne pour s'occuper de moi. Ndeye, envoie-moi l'eau. Ndeye, Kai, donne-moi de l'eau. Envoie-moi le chèque. Et tu es assis, tu regardes la télé avec la télécommande. Mais comment tu veux pas avoir les rides? Comment tu veux pas prendre du poids? C'est comme ça. On parle pas, donc, on a dit on parle pas de poids. Ah, j'ai oublié. Couper. Ok. Bon. Tu sais ce qui fait ta personnalité, c'est ça. J'aurais préféré que ce soit autre chose. Il faut bien le porter. Ok. Mais quand on le porte bien, ben, ça dégage quelque chose. Oui, mais c'est le dos qui le porte mal en fait. Est-ce que tu portes des enfants au dos? Laisse madame faire ça. Okay. Donc la réalité, c'est que il y a cette activité-là qui me maintient physiquement. Et puis il y a l'hygiène de vie aussi. Je suis quelqu'un qui est très modéré dans tout ce qu'il fait. Je ne fume pas. Je ne veux pas dire aussi. Non, tu peux tout dire. Tu peux tout dire. Et l'alcool très peu, occasionnellement, pour des circonstances, voilà. Et puis je suis tout le temps en activité, comme je disais, mais je fais aussi un peu de sport. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Je bois beaucoup d'eau. Voilà, donc c'est cette hygiène de vie-là qui me permet de me maintenir, je pense. Et puis, là, on est à la télé. J'ai piqué ça chez les femmes. Vous savez, les femmes aujourd'hui et d'ailleurs toujours, elles nous ont fascinés comment? Parce qu'elles se bichonnent beaucoup. Moi, je me bichonne aussi. Ok. Ah oui, il faut se bichonner. Là, pour venir faire cette émission, j'ai dû me maquiller un peu. Ça se voit pas, mais bon. Ah non, je vais me maquiller.
T'as raison. Bon, c'est pour camoufler les petites rides là. Ouais, on voit aucune ride. Voilà. Et Machallah. puis, j'aurai, Inch'Allah, comme tu as dit, 60 ans là. À 60 ans, on a du blanc partout. Moi, ça là, je teins. Oui. Je teins, je mets. Regarde comment c'est noir. À 60 ans, on n'a pas ça. Ok. Ah non. Je me demandais si Ah, c'était... donc j'ai piqué ça chez les femmes, parce que les femmes, quand elles viennent nous voir, enfin, madame, excuse-moi, hein. Tu rentres à la maison avec madame, vous rentrez dans la chambre, elle enlève la perruque, elle accroche. Tu vois les tresses là-dessous. Hein. Voilà son naturel. Elle enlève les fossiles. Elle dépose. Elle se démaquille. Souvent même, elle enlève le piercing du nez, elle dépose. Tu vois le nombre d'artifices qu'elle porte pour nous fasciner. C'est clair. Et nous, on n'a rien du tout. Ah, donc, je dis, je vais piquer au moins quelque chose. Moi, je ne vais pas faire le tissage. Okay. De toute façon, j'ai rien sur la tête. Je ne vais pas faire tout ça. Mais je vais me noircir la barbe pour rester toujours aussi jeune, entre griffes, et pour faire aussi bonne sensation quelquefois. De bonnes sensations. Et tu as parlé des femmes. Oui. Les femmes rythment ta vie. Ah. Il y a des Miss Lolo qui rythment ta vie. Des Aou là-bas qui rythment ta vie. Ah. Explique-moi la femme dans le travail de Mewé. C'est essentiel pour moi. Je pense que Dieu a fait l'homme, il a fait la femme. Pour l'homme que je suis, pour mon équilibre, il me faut la femme. Et c'est pas fait par hasard. Je suis quelqu'un qui est très proche des femmes. Pourquoi? C'est mon équilibre. C'est ma mère déjà. C'est ma sœur. C'est ma compagne. Mais c'est mon complément. Et la femme, pour l'Africain que je suis, tu as parlé de Miss Lolo, tu as parlé d'Aoulaba, de Tassaba, des Moutou. Tassaba, Moutou. Roulé Moutou. Une femme doit être généreuse. La femme africaine doit être généreuse. Et c'est ça le complément de l'homme. L'homme est de nature plate. J'ai pas ça. Si ta femme aussi n'a pas ça, le complément, il est où? Ok. Une femme doit avoir le ventilateur. Quand tu fais le... C'est ça le ventilateur. Quand il y a le ventilateur au nom de Dieu. Ah, c'est direct. Ah, moi, je content ça. Donc, c'est ça qui me fascine chez la femme, c'est le complément, c'est ce que je n'ai pas, que je vais chercher chez elle. Et je ne pouvais pas ne pas lui rendre hommage pour ce bonheur qu'elle m'apporte, pour ce complément qu'elle m'apporte. C'est pour ça que j'ai écrit « Ma chérie, allez lolo, Lolo. Cette chanson est Roulé Moutou pour tout ça. Toutes ces chansons-là, c'est pour dire à la femme merci d'être mon complément. Les Sud-Africains appellent ça ATM, African Trademark, marque de fabrique africaine. I agree. Mais oui. Oui. C'est un plaisir de t'avoir ici. Ouais. On peut continuer sur ta carrière, il y a tellement de belles victoires. Et il y a Mewé, l'amoureux avec les femmes. Et on a découvert un Mewé, quand on s'y attendait pas, qui a osé prendre des positions. Tu le disais tout à l'heure, tu dis aux gens, ils font pas attention à ce que tu dis. Et ensuite, c'est comme si c'est des paroles prophétiques quelque part. L'engagement. L'engagement est un devoir pour tout artiste. Parce qu'on est célèbre à cause de nos fans. Et pour le bien-être de ces fans-là, on a une mission face aux gouvernants. On est le relais entre les gouvernants et les populations. Parce qu'on a la chance d'avoir accès à tout moment aux populations et d'avoir aussi accès
quelquefois au gouvernant. Donc, on doit servir de courroie de transmission. Ce qu'on entend à Sandaga, ce qu'on entend à Soumbédioune, quand on voit les gens parler entre eux, qui sont pas contents, qui disent « Ah oui, on a faim, on mange pas, il n'y a pas de boulot, il y a ceci, on coupe l'électricité, l'eau ne vient pas, machin », on doit prendre des notes et aller en parler au gouverneur pour leur dire « Ah, ça va pas là-bas parce qu'ils sont dans le fréon, ils sont enfermés, il y a le protocole, ils ne connaissent pas ces réalités. » On a un devoir. Alors, au mieux ou au pire, quand on ne peut pas avoir accès à eux, ben on rentre en studio. Ce qu'on a pris comme note, on chante. Et quand ça sort, les médias s'en servent. Forcément, ça doit être entendu. Mais ceux auxquels on s'adresse, malheureusement, font souvent la sourde oreille. Et voilà où nous en sommes. On est toujours derrière les autres à cause de ça. Parce qu'on ne réussit pas à faire bloc. Et ça, il faut qu'on continue à les décrier. On a un devoir, nous les artistes, c'est de continuer à décrier ça. Et c'est ce que j'ai toujours fait. C'est vrai que dans le patois, quand on chante en langue, on ne comprend pas toujours ce qu'on dit. Mais même quand je chante en Zima, je passe des messages. Je passe des messages. Et maintenant, de temps en temps, je passe des messages en français, en anglais, un peu partout. Et bon, j'ai décidé aussi d'aller au-delà de ça. Maintenant même là, quand je sors du studio, prendre le micro pour dire arrêtez de vous moquer de nous. Je sais que c'est pas toujours facile dans certains pays de prendre des positions parce que ce n'est pas forcément bien accueilli ou bien compris. Mais tu as eu ce courage et c'est pour ce courage aussi que nous te rendons hommage. Merci. Et tout ce courage durant ta carrière de prendre de décider, d'assumer le leadership. Comme Fanon le dit, on a une mission, on l'accomplit ou on l'a trahi. Et tu as décidé d'accomplir ta mission d'artiste. Oui. Et c'est pour tout ça, toute cette trajectoire, toutes ces années, plus de 30 ans de succès, qu'on te rend hommage. Et on a décidé de prendre le classique des classiques, 200% Zo Blazo, et de le retravailler. Wow. À une petite sauce. Wow. Et avec un groupe qui s'appelle Mon Ben, il s'appelle Made in Africa, avec beaucoup de nationalités, dont des Ivoiriens, tu les verras. Ah, c'est cool ça. Et on a décidé de prendre Zo Blazo, de 200%, et de le retravailler à notre sauce. D'accord. Te sachant arrangeur, compositeur, maîtrisant tout le métier et le perfectionniste que tu es, je t'avoue d'abord que tu nous as donné beaucoup de travail. On a appris. Non, c'est la première fois qu'on a pris beaucoup de retard. Vraiment désolé. Et je t'avoue que là, je rigole, mais parce que tu as réussi à me dérider, mais j'étais pas très content des musiciens parce que on a pris beaucoup de retard parce que tu nous as donné beaucoup de boulot. Il y a trop de roucascas. Involontaire. Mais tu aimes beaucoup les roucascas. Bon, les roucascas sont nés après moi. J'ai été le premier à initier ces genres de choses que j'ai jamais appelé roucascas, mais les coupés décaleurs ont décidé de l'appeler roucascas. En tout cas, on va te servir ce qu'on a fait ce soir sur le 200% Zo Blazo, en espérant qu'il y aura assez de sel, assez de poivre, assez de piment. Je m'inquiète même pas parce que j'imagine que l'orchestre qui est là, qui va certainement interpréter, est un orchestre composé de personnes plus jeunes que toi et moi. Ah, beaucoup plus jeunes. Donc forcément... Ils peuvent être nos enfants, ça c'est sûr. Ils vont dépoussiérer La moyenne d'âge, c'est 26 ans. Ah ben voilà. 26 ans. Je me suis pas trompé. Voilà. Ça veut dire que ces personnes-là vont dépoussiérer mon 200% Zo Blazo. J'espère en tout cas. Qui a pris des rides. Est-ce qu'il a pris des rides? Il n'a pas pris des rides. Hein. Bizarrement, toi, tes morceaux ne prennent pas de rides. Ils sont à ton image. Je pense qu'ils sont à ton image. Merci beaucoup. Mais en tout cas, on va aller vers la scène. Merci beaucoup. Tu vas découvrir ce que tes enfants ont fait pour te rendre hommage.